Bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés pour ce deuxième JT qu'on a programmé aujourd'hui. L'idée de ce petit moment, c'est de le consacrer quand même au bilan de la grève du 1er février à Pôle emploi, et puis, euh, et puis de voir aussi d'en dégager les perspectives. Et donc, on a deux invités qui seront là avec nous aujourd'hui. On aura un camarade Cédric de la CGT Énergie Paris qui nous parlera de leur mobilisation et de leurs revendications. Et puis aussi interviendra Marion de la FNAC qui est en grève actuellement et qui nous parlera des raisons de leur grève et des méthodes et des moyens de leur grève. Donc, on vous propose tout de suite de commencer par Johan qui va nous faire un petit bilan de la grève. Ensuite, moi, j'interviendrai pour faire les perspectives. Marion et Cédric interviendront par la suite. On refera comme on avait fait la dernière fois une petite météo des luttes pour voir ce qui se passe partout ailleurs. Et Sophie interviendra à la fin pour mettre en perspective toutes ces mobilisations. Et puis on finira par les échéances après pour février et pour mars. Voilà, et ben on laisse la parole à Johan. Ouais, bonjour à toutes et à tous. La grève du 1er février, on s'y attendait, hein, mais déjà, c'est un premier vrai succès. On le sentait depuis des semaines, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait, au niveau de la CGT pour l'emploi Île-de-France, appelé à des intersyndicales au niveau régional. C'est que, avec toutes les visites de sites qu'on faisait, tous les collègues qu'on rencontrait en réunion, il y avait un même ras-le-bol. Il y avait une même saturation du travail, enfin de la surcharge de travail, des injonctions qui étaient faites, des sous-effectifs et de la précarité dans nos agences. Et du coup, on a senti ce ras-le-bol et on a pris les responsabilités justement de convoquer les autres syndicats pour échanger ensemble autour d'une perspective de grève. Et en vrai, cette grève, elle a été très rapidement soutenue par l'ensemble des syndicats et tout le monde a fait le même constat. Et on s'est retrouvé donc avec début janvier un appel très large avec 10 organisations syndicales au niveau de Pôle emploi qui appelaient à cette grève du 1er février. On a continué le travail de mobilisation, donc je ne peux pas forcément parler pour tous les syndicats, mais en tout cas au niveau de la CGT, on a essayé de faire un maximum avec des visites de sites partout là où c'était possible, des organisations d'heures d'info syndicales, des HMI sur les agences où on a pu au maximum, et avec la co-organisation aux côtés du SNU, de FO et de CLL et Sud, d'Assemblée générale du personnel, plusieurs assemblées générales, pour essayer de rassembler un maximum de collègues et élaborer des revendications, une plateforme revendicative qui viennent de la base, qui viennent des agents et pas seulement des organisations syndicales. Et du coup, tout ça combiné a fait qu'on sentait très bien, déjà dans l'atmosphère, dans les discussions, dans les échanges, on sentait très bien que cette grève allait être une réussite. Voilà, ce résultat a été garanti et en vrai, on a fait vraiment le bilan après le 1er février. Alors, selon la direction générale et la direction régionale, les chiffres de grève seraient de un quart du personnel en grève au niveau national le 1er février. Et toujours selon la direction, un cinquième du personnel en Ile-de-France qui aurait été en grève. Ces chiffres-là, ils sont à prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'en fait, on se rend compte que c'est assez pipoté, hein. Il suffit, moi, sur mon agence à Aubervilliers, j'ai fait le test, hein. Sur 78 agents annoncés dans les effectifs, c'est impossible d'en trouver 78. Déjà, en fait, si on regarde sur RDVA, on n'en retrouve que 75. Plus, on peut ajouter les 3 PEC, donc 74. Donc déjà, il y en a 4. On ne sait pas ce qu'ils nous dit la direction, mais on ne sait pas d'où viennent ces chiffres-là. Et par ailleurs, quand on regarde précisément sur RDVA, en fait, énormément de collègues sont absents pour longue maladie, ou alors sont partis au 1er février, ou en tout cas ne sont plus dans les effectifs à l'heure actuelle, ou en tout cas depuis des mois. Et si on reprend les proportions, et ben en fait, quand la direction nous annonce 55% de grévistes en fait, à Aubervilliers, et ben si on prend en compte les agents qui étaient censés travailler ce jour-là et qui ont fait grève, on se retrouve avec 76,79%. C'est-à-dire plus de 20 points d'écart entre les chiffres annoncés par la direction et les chiffres qu'on a concrètement sur le terrain, les chiffres réels des grévistes en fonction des effectifs. Donc cette grève, c'est un succès. Et ça, on peut le faire sur chacune de nos agences, hein. On peut faire le test partout. C'est un succès particulièrement sur certains sites, hein. Il y a Saint-Maur, il y a Fontenay-sous-Bois qui ont explosé les compteurs avec plus de 60% de grévistes, mais on a énormément d'agences avec plus de 30%, 40%, 50% selon la direction. Donc on peut imaginer bien une mobilisation de plus des 2 tiers du personnel dans ce mouvement de grève qui a été
extrêmement massif. Le 1er février, donc on s'est retrouvé à quelques centaines devant la direction générale pour un rassemblement, pour faire pression pendant que les représentants des différents syndicats étaient reçus à la direction générale. Donc juste pour finir et là-dessus, en termes de bilan, quand les représentants sont redescendus, ils nous ont déjà annoncé que Basser, le directeur général, ne s'est même pas préoccupé d'être présent pour recevoir les représentants nationaux des syndicats. Il a envoyé Cribier, un des directeurs généraux adjoints, pour faire l'interface et donc proposer des choses qui sont complètement en deçà de ce qu'on a besoin, c'est-à-dire proposition d'1% d'augmentation salariale et proposition de 550 nouveaux CDD. Ça fait même pas un demi-poste par site. Donc c'est largement en deçà de ce qu'on demandait et des revendications qui étaient issues des assemblées générales, à savoir 20% d'augmentation pour les agents de droit public, 15% d'augmentation pour les agents de droit privé, des effectifs supplémentaires massifs et notamment la titularisation des CDD, l'arrêt des plans d'action, l'arrêt du CRI et de tous ces mises en place de plans qui dégradent nos conditions de travail. Voilà, donc un peu pour m'arrêter sur les éléments de bilan. Et du coup, je laisse la parole à Francine pour dégager les perspectives de cette première journée qui était un premier succès qui doit en appeler d'autres. Oui, donc en effet, la grève a été massivement suivie dans beaucoup de sites, dans énormément de sites, et on s'attendait à ce que la direction ne cède pas du premier coup à nos revendications. Elle n'allait pas nous annoncer dès le 1er février, ok, on a entendu, on vous accorde tout ce que vous voulez. En général, dans aucune mobilisation, les directions et les patrons cèdent après une journée de grève. Et c'est bien pour ça qu'il fallait absolument que cette première journée soit massive pour qu'on puisse absolument, dès le lendemain, commencer à envisager des perspectives à la grève de façon collective sur les sites et puis avec les syndicats, bien entendu. Alors là, pour vous dire concrètement ce qui se passe, donc il y a une intersyndicale nationale qui s'est réunie l'après-midi de notre journée de grève, le 1er février après-midi, qui pour l'instant ne s'est pas mis d'accord sur des perspectives de mobilisation, mais qui s'est mis d'accord autour d'une pétition nationale qui reprendrait les revendications. Bon, nous, ça nous semble un petit peu faible en termes de perspective, même si ça participera à discuter dans les collectifs, ça nous paraît un peu faible. L'intersyndicale régionale, donc composée de forces ouvrières, du SNU, de la CGT de Sud et CLL, qui représente en Ile-de-France plus de 60% des collègues aux élections professionnelles, et dans le collège 1, c'est-à-dire le collège employé, près de 75% des collègues, on a pris la décision d'appeler à une assemblée générale du personnel dès le 4 février sur les heures de pause, en disant que c'est aussi aux agents grévistes et aux agents mobilisés de décider de ce qu'ils veulent faire par la suite et de comment on envisage les mobilisations futures. Donc de cette assemblée générale, il est ressorti plusieurs choses. La première, c'est qu'on s'est rendu compte que des collègues avaient été convoqués par la DT Paris 75, des collègues GDD, suite à un webinaire donc sur la question de l'indemnisation, sur les collègues de l'indemnisation. Il y a des collègues qui s'étaient exprimés dans le webinaire par le chat en disant on souffre, on a trop de travail, ça ne va pas, faut changer les choses. Et ces collègues-là ont été convoqués par la DT. Donc, ce qui est absolument scandaleux, c'est une pression qui est mise à la liberté d'expression des collègues dans le cadre de leur travail. Donc, l'Assemblée générale a décidé à l'unanimité de voter une motion soutenant les collègues et dénonçant cette pratique, en déclarant à la direction régionale que si elle a des choses à dire, qu'elle convoque les organisations syndicales pour parler de la situation des agents, sachant que les revendications des collègues GDD étaient portées lors de la grève du 1er février. Donc c'est la première décision qu'on a prise en Assemblée générale. Les autres décisions, c'est qu'on pense qu'il faut absolument se projeter au mois de mars sur une grande grève nationale qui reprend les revendications qu'on avait votées en Assemblée générale. Yoann en parlait tout à l'heure, c'est 15% d'augmentation pour les agents de droit privé, 20% pour les agents de droit public, la CDIsation de nos collègues précaires, des recrutements massifs en CDI et pas 550 CDD qui ne représentent même pas un agent par agence au niveau national supplémentaire. Sur l'arrêt du CRI, l'arrêt des plans d'action, voilà, toutes ces revendications sont portées par les syndicats et l'Assemblée générale.
Et donc, l'idée, c'est d'appeler à une nouvelle grève en mars en disant à nos organisations syndicales nationales que l'idéal, ce serait de faire une espèce de manif nationale. Pour ceux qui s'en souviennent, on en a déjà fait à la NPE et à Pôle emploi en 2006 et en 2009. Et ces manifs nationales où on voit les collègues de partout, et ben, ça donne un souffle à la mobilisation et ça montre notre détermination. Par ailleurs, dès le lendemain de la grève, nous avons décidé, donc toujours avec FO, le SNU, Solidaire Sud Emploi, CLL et la CGT, de déposer un préavis de grève reconductible à partir de jeudi, du 10. Pourquoi faire? Parce que, alors, l'idée, c'est pas d'appeler tous les collègues à se mettre en grève tout le temps, hein, bien sûr, mais en tout cas, c'est de dire aux collègues, ben maintenant, vous avez les outils. Si vous voulez poser le stylo, si vous voulez débrayer, surtout si vous êtes de droit privé, parce que les droits publics, on ne peut pas débrayer à l'heure, mais vous avez la possibilité de débrayer, de dire, ben non, là, tout de suite, maintenant, on n'en peut plus, on pose le stylo, on arrête de travailler. L'idée, c'est de faire monter la pression sur tous les sites jusqu'à cette date de mars, en continuant à montrer notre colère à la direction générale. Il y a un calendrier de négociation annuel obligatoire. Le 9 février, donc c'est mercredi, il y a une nouvelle journée de négociation. On vous propose tous de nous retrouver le 11 février, encore sur notre temps de pause déjeuner, mais c'est un peu compliqué avec les mandats de faire autrement, on n'a pas le temps d'organiser des réunions officielles. On vous propose le 11 février, avec toujours FO, le SNU, le SUD, CLL et la CGT, de nous réunir tous ensemble. On va vous envoyer les liens et pour discuter de toutes sortes des suites à donner. Est-ce qu'on prévoit une action de débrayage avant ou pas, avant mars? Qu'est-ce qu'on fait avant mars? Ce sera à vous de le décider, enfin, ce sera à nous tous de le voter, de le décider en Assemblée générale. On voulait aussi vous dire qu'on est à la disposition des collectifs de travail pour déposer des HMI, heures mensuelles d'information syndicale. Si vous voulez réunir les collectifs sur les sites, il faut nous le dire, il faut nous envoyer un mail. On déposera auprès de la direction régionale 1 heure, 2 heures, 1 heure, 2 heures ou 3 heures d'heures mensuelles d'information syndicale pour que vous puissiez décider collectivement de ce que vous voulez faire. Et voilà, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter là parce que de toute façon, et je m'arrête là, je laisse la parole après aux autres intervenants, mais de toute façon, on n'a jamais eu autant de pouvoir que maintenant, qu'en pleine campagne électorale, en pleine campagne présidentielle, parce ils ont besoin des chiffres de Pôle emploi, ils ont besoin de nous faire du contrôle de la recherche d'emploi, ils ont besoin de nous faire ça, et nous, on ne veut pas en faire. Donc, si on s'arrête de travailler maintenant, eh ben, on pourra gagner. Sachant que c'est la première fois qu'on est autant médiatisé dans une grève quand même. Tous les médias étaient là, ont parlé de nous, et c'est quand même une première. Voilà, je m'arrête là pour les perspectives, et je vous propose maintenant de passer la parole à Cédric de la CGT Énergie, qui va nous parler un peu de ce qui se passe à EDF, GDF. Peut-être qu'il y a des points communs d'ailleurs dans les batailles sur la défense des services publics. Cédric, donc si tu veux essayer de mettre ta caméra et ton micro, je ne sais pas si ça va marcher. Micro, ça marche. C'est Lola, je crois, qui a le... Ouais. Voilà, super. Si vous nous voyez ou nous entendez. C'est bon là? Oui, c'est bon, on t'entend. Ok. Donc, bonjour les camarades, merci pour l'invitation. Donc, on va essayer de faire un petit topo effectivement de ce qui se passe chez nous dans les ex-entreprises publiques de l'énergie, donc ex-FGDF. Donc, on revendique de ces logos-là, on va parler de FGDF, si tu veux. Donc, effectivement, il y a des points communs avec ce que vous avez expliqué. Alors, nous, ça a commencé en fait avant les vacances de Noël. Parce que nous, c'est un mouvement qui est parti effectivement sur la problématique salariale, essentiellement. Alors, conditions de travail, vous en parliez vous par rapport à votre secteur. Mais nous, c'est essentiellement effectivement sur les salaires, dans le sens où on a un record historique des profits réalisés cette année par les entreprises ex-Gaz de France, maintenant du ENGIE et EDF. Donc, les salariés sont pleinement investis. Il faut savoir que tous les services publics, ils ont été en première ligne de ce qu'on appelle la crise Covid. Et donc, à plus forte raison, cette crise a révélé toute l'importance et le fait qu'il y avait seuls les travailleurs tenaient à bout de bras le pays et la nation au niveau des services, puisque effectivement, les copains hospitaliers, comme les copains de la culture, comme les copains, j'allais dire, d'éducation nationale et autres, c'est effectivement les électriciens et gaziers qui ont permis la continuité d'électricité et du gaz pendant toute la période en allant aussi. Donc,
fait, c'est parti effectivement par rapport à ça. Il faut savoir que chez nous, les salaires d'embauche pour des jeunes niveau bac, c'est à peu près 1150, 1800 euros. Donc, effectivement, aujourd'hui, on sait pertinemment qu'avec un salaire comme ça, la vie est devenue insupportable, notamment en Ile-de-France. On a énormément de collègues qui sont des travailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire des travailleurs qui savent qu'au début de mois, le fixe qu'ils vont toucher ne suffira pas à combler les dépenses qu'ils vont avoir. Donc, et on a des situations de travailleurs sans domicile fixe, de travailleurs qui sont surendettés, etc. Donc, c'est parti de là. Et donc, il y a eu 3 semaines de grève consécutive à Paris juste avant les vacances de Noël. Alors, pour la grève que j'exprimais, ils n'ont pas fait 3 semaines à 8 grèves par jour. En fait, ils faisaient pareil, pendant une heure chaque. Et ce qui leur permettait de bloquer totalement la production, puisque nous, on est sur une production encore, on va dire, technicienne, hein, parce que les techniciens que vous voyez en bleu sur le réseau à Paris. Et donc, ils se sont organisés pendant 3 semaines consécutives. Alors, l'idée, c'était qu'on parte en grève consécutive, parce que nous, ce qu'on a expliqué aux collègues quand on fait le tour des sites, c'est que vu l'ampleur de l'attaque depuis des années, même pas s'arrêter aux dernières années, si on veut effectivement se réapproprier les richesses que produisent exclusivement les travailleurs, ça va nécessiter, et vu l'enjeu des revendications, notamment d'une augmentation notamment de 200 € des salaires, cette revendication-là ne se fera pas en un seul jour de grève, même si on avait 80 ou 90% de grève. On a expliqué aux collègues qu'il n'y a que le reconductible, inscrire le but dans la durée, qui pourrait éventuellement déboucher sur l'obtention des revendications. Et donc ça, les collègues ont très bien compris, ce qui fait qu'on est parti effectivement sur cette base-là. Et donc les collègues se sont organisés pour en même temps ne pas se dépouiller financièrement et tenir dans la durée. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des équipes prenantes, donc ils faisaient chaque de 8 à 10 personnes une heure de grève, ce qui désorganisait complètement les équipes techniques. Il faut savoir qu'ils vont faire des interventions, des chantiers. Des fois, ils vont partir à 2 ou 3. Donc s'il y en a un sur 3 qui fait grève, bah, l'équipe est déshabillée, etc. Puis il y a celui qui le fait lors d'après. Voilà, c'était un peu pour vous expliquer comment ça se produisait. Et surtout, ce qui est très important, c'est que comme c'était massivement suivi à Paris, ils ont réussi en plus à avoir un impact sur l'organisation du travail et les charges de travail. C'est-à-dire qu'au-delà des moments où ils étaient en grève, c'est eux qui ont réussi à imposer la charge de travail qu'ils allaient réaliser pendant ces semaines-là, vu qu'il y avait une mobilisation massive et qu'ils étaient à plus de 80% mobilisés, ce qui fait que le patronat chez nous est obligé de céder et de faire avec ce qu'imposaient les ouvriers et les travailleurs au niveau des bases, ce qui était très intéressant, puisque donc pendant 3 semaines, finalement, c'est les travailleurs qui ont organisé les travail en dehors même des jours de travail. Donc aujourd'hui, les vacances sont passées, on a repris à la rentrée, on a fait encore une action la semaine dernière, il y a 15 jours, et on sera encore en action la semaine prochaine. Donc la reconductible, effectivement, elle perdure. Alors elle perdure plus forcément du jour au lendemain, mais elle perdure en inscrivant la lutte dans le temps. On estime effectivement aujourd'hui que c'est parce qu'on inscrit la lutte dans le temps qu'on pourra y arriver, et plus largement dans toutes nos corporations, puisqu'on est tous touchés par les mêmes maux. Nous, on considère qu'aujourd'hui, c'est par une lutte globale, coordonnée et reconductible avec un blocage de l'économie capitaliste qu'on pourra y arriver. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Ceci étant, je pense que c'est notre devoir à nous d'expliquer ça aux collègues et de le mettre en perspective et que la réflexion tourne autour de ces enjeux-là. Donc voilà, aujourd'hui, on a une grève au niveau de l'énergie qui est nationale, c'est-à-dire que ça dépasse largement les sites parisiens. On est sur effectivement une lutte globale. Alors, encore homogène partout, on ne va pas se mentir. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus calme que d'autres. Mais ceci étant dit, on est au Conseil général la semaine dernière qui a entériné la poursuite effectivement de la grève reconductible en France de tous les électriciens gaziers pour arriver à l'obtention générale d'une augmentation conséquente des salaires et évidemment à la nationalisation, ce qui passe par la nationalisation de tout le secteur de l'énergie. Je vais terminer là-dessus un petit peu. Nous, on explique le sort des agents et le sort des usagers. C'est-à-dire que les usagers du service public où vous êtes, en fait, ont été privés un certain nombre, toutes les agences de GDF ont fermé maintenant, vous n'avez plus la possibilité de rencontrer un électricien ou un gazier pour renseigner. Ça existe même avec des moyens dégradés encore à Pôle emploi. Donc nous, ils ont tout fermé il y a 3 ans. Il n'y a plus aucune agence de proximité. Et nous, ce qu'on explique, c'est qu'il n'y a pas de service public de haut niveau, c'est une proximité avec les usagers. Et donc aujourd'hui, ce qu'on explique, c'est que tout l'argent qui était produit et qui revenait dans l'investissement sur le réseau, dans le développement, dans la recherche, dans les emplois, dans les salaires, dans la formation, aujourd'hui est détourné par les actionnaires privés qui sont aux différents cabinets
capital des entreprises et qui détournent de l'argent public et qui s'en mettent plein les fouilles. On explique effectivement aujourd'hui, il faudra absolument un secteur 100% public sous contrôle démocratique des représentants des usagers et des agents pour qu'on ait un véritable service public qui réponde aux impératifs aux enjeux de la nation. Et dernièrement, effectivement, vous avez le sort des usagers avec des augmentations vertigineuses de factures depuis maintenant 2 ans. Juste pour info, depuis la privatisation de 2004, c'est 90% d'augmentation des prix du gaz pour les usagers et plus de 60% d'augmentation de l'électricité pour tous les usagers. Donc, le combat qu'on fait actuellement pour les salaires, pour un statut de haut niveau pour les agents dans le cadre d'un service public, il est évidemment aussi à destination des usagers, puisqu'on estime que vous ne devez pas être des clients, mais des usagers. Donc, on doit répondre à vos besoins et non pas, en tant que client, à vous adapter aux objectifs privés des entreprises aujourd'hui. Voilà un petit peu le sens du combat. C'est pour ça qu'on va continuer. C'est pour ça que les mobilisations sont très ancrées, très fortes, et qu'aujourd'hui, en fait, l'écrasante majorité des électricités gaziers de France sont convaincus de la nécessité de lutter contre le système qui est en place. Maintenant, on va transformer les faits avec rendre utile la lutte et qu'il y ait des victoires liées aux syndicats. Et c'est ça l'enjeu. Voilà. Je remercie encore les camarades et bon courage et à bientôt sur les barricades. Merci Cédric pour ton intervention. Bon, c'était un petit peu haché, désolé pour les collègues qui n'ont peut-être pas tout entendu. Mais en tout cas, bravo, on voit que quand la lutte elle est déterminée et qu'on la reconduit avec la perspective de la victoire, on peut gagner, que ce soit sur des conditions de travail ou que ce soit sur des salaires. Bon là, le combat il n'est pas encore fini. Et par ailleurs, c'est vrai que vous posez aussi la question qu'on devrait tous se poser dans les services publics, c'est-à-dire à qui de décider. En gros, est-ce que c'est à des énarques, des hauts fonctionnaires qui ne connaissent pas les besoins de la population, ou est-ce que c'est à nous qui fournissons le service, qui connaissons les besoins, de décider à la fois de la politique de l'emploi, par exemple pour Pôle emploi, et de la politique des missions de service public. Du coup, là, je passe la parole à Marion. Marion, si tu nous entends, et si tu peux mettre peut-être un casque, brancher un casque s'il y a du monde autour de toi, ou si, à moins que tu sois isolée. Je suis toute seule. Ah ça va aller alors. Marion. Bonjour. Alors, merci de me recevoir. Donc, moi, je travaille à la FNAC Saint-Lazare, je travaille en librairie. Donc, nous, au niveau de la FNAC Saint-Lazare, on a commencé un mouvement de grève le 8 décembre dernier, qui est devenu ensuite une grève reconductible à la fin du mois de décembre. En fait, au début, ça a commencé par juste des heures de débrayage on a rencontré la direction, donc le 8 décembre, on était une quinzaine ou une vingtaine. On a rencontré la direction pour faire part de nos problèmes. La direction s'est dite très étonnée de nous trouver là et de nous entendre, sachant que le 8 décembre, c'était le début du mouvement, mais pas le début des problèmes ni des revendications, puisque c'est des problèmes qui sont remontés depuis des mois, depuis des années et qui ne sont pas entendus. Donc, la direction nous a dit: «OK, on est étonnés, ils nous ont pas tellement écoutés». Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit: «On revient demain», et le lendemain, on s'est dit: «On revient demain», et résultat, on est toujours là. Et ce qui était au début des heures de débrayage quasi quotidiennes sont devenues des journées de grève complètes depuis la semaine dernière. Donc depuis la semaine dernière, on est passé à 3 jours complets de grève. Donc ce qu'on a fait, c'est que, on est parti aussi en assemblée générale dans les autres FNAC pour rencontrer les collègues des autres FNAC pour, mettre en commun nos problématiques qui sont les mêmes, puisqu'au niveau des revendications, nous, ce qu'on demande en plus, c'est vraiment, on demande pas la lune, quoi. Enfin, on demande des effectifs supplémentaires pour, pallier aux besoins, parce que sachant qu'à la FNAC, on a, la manutention, le rangement des rayons, la gestion de nos ventes, donc la gestion des rayons, le conseil client qui est quand même normalement la base, du métier, les commandes, et depuis quelque temps, on a le click and collect et l'encaissement. Donc ça fait pas mal de choses, et en face de ça, on a eu, quasiment, rien d'effectifs. Donc nous, on demande des effectifs, et des effectifs structurels, puisque la FNAC fait souvent, appel à des intérimaires, notamment, dans les périodes,
merci pour le tract, dans les périodes de forte affluence. Mais en fait, nous, ce qu'on demande, c'est des emplois pérennes, c'est-à-dire que c'est des CDI sur la structure. Donc, on demande 6 temps complets, dont un temps complet dédié au remplacement des congés longue durée, puisque les congés longue durée sont remplacés par de l'intérim, même pas par du CDD, hein, par de l'intérim. On demande aussi une prime qui serait une prime magasin, puisque la prime Covid a été refusée à l'ensemble des salariés Fnac sous le prétexte de c'est comme ça. Donc, nous, on a dit bah non. Donc, on aimerait bien avoir quand même une reconnaissance du travail durant la pandémie, et après, au-delà de ça, une organisation concertée, puisque comme vous le disiez, la direction qui nous a reçus en délégation 3 fois nous a bien fait comprendre qu'on n'était pas dans une cogestion. Mais alors à ce moment-là, si on n'est pas dans une cogestion, vous pouvez quand même nous demander comment ça se passe sur le terrain et entendre les retours pour que ce soit peut-être pas une cogestion, mais que pour que ce soit juste une meilleure gestion. Nous, ce qu'on demande, c'est vraiment juste des meilleures conditions de travail, puisque là, le sous-effectif crée de la souffrance au travail, même si la souffrance au travail, on a bien compris que c'était un mot tabou, qu'il fallait pas trop employer, parce que ça a l'air d'être un peu compliqué. On ne souffre pas au travail, apparemment, en 2022. Mais le fait est qu'il y a de la souffrance, que ça entraîne du stress et de la souffrance physique. Donc il y a quand même un bon nombre d'arrêts maladie. Et donc, ce qu'on fait, nous, c'est que quand on fait grève, on tracte en magasin avec les collègues, donc on tracte aux clients, on se met au rez-de-chaussée du magasin. Si vous voulez passer nous voir, on y est, on tracte pour expliquer un peu aux gens ce qu'on fait et pourquoi on le fait. On a participé à la manifestation interprofessionnelle du 27 janvier dernier, pareil, c'était sur l'augmentation des salaires, pour distribuer des tracts, pour aussi parler, pour essayer de remplir la caisse de grève, puisque faire grève, ça coûte cher. Et on invite aussi, la semaine dernière, on a aussi invité les non-grévistes du magasin, puisqu'effectivement la direction qui joue le classique, voilà, diviser pour mieux régner, nous dit qu'on est tout seul et qu'on représente rien. Donc on invite aussi les collègues à nous rejoindre pour 1 heure ou 2 pour montrer qu'on est majoritaire. Et donc là, le prochain rendez-vous, c'est donc comme le tract que vous aviez montré le disait là, le 12 février, de se rassembler devant le magasin à partir de 15h pour augmenter, pour encore amplifier le rapport de force et que nos revendications soient enfin entendues. Voilà. Ben, merci Marion. De toute façon, nous, on est évidemment solidaires de tous les mouvements de grève, et Dominique, justement, va nous parler de tout ce qui se passe en ce moment et partout sur le territoire. Donc, je te laisse la parole, Dominique. Oui, bonjour. Voilà. On va continuer sur la lancée revendicative avec une météo des luttes orientée à la tempête sur toute la France. Alors, évidemment, le gouvernement persiste dans son refus d'augmenter le SMIC, et les mouvements de grève pour les salaires ont pris de l'ampleur. Alors, on va pour commencer par une grève emblématique dans l'industrie, Dassault, qui n'est pas une toute petite entreprise, Dassault à Anglet. Les ouvriers réclament plus de 200 € d'augmentation et ont entamé la plus longue grève de l'histoire de l'entreprise. Alors, dans le même état d'esprit, alors de l'autre côté de la France, à Belfort, là, c'est l'entreprise General Electric qui est rentrée dans sa 2e semaine de grève également pour demander des augmentations substantielles de salaire. Alors, en dehors de l'industrie, là, ce sont que quelques exemples, il y en a d'autres. On a également l'agroalimentaire qui est rentré dans la lutte de façon importante. Un petit exemple, c'est Tipiac, dans la région de la Loire, Pays de Loire,
où il y a 900 salariés sur 4 entreprises qui sont entrés en grève et qui sont toujours en grève actuellement parce qu'ils sont furieux d'une augmentation de 35% pour les actionnaires et l'établissement ne veut pas leur accorder au moins 4%, ce qui est réclamé par les grévistes. Mais il y a d'autres entreprises où il y a de bonnes nouvelles, comme par exemple à Cronenbourg, à Obernai, côté de Strasbourg, qui a entamé également une de ses plus longues grèves connues et qui a obtenu 4,4% de hausse des salaires et 3 embauches en CDI. Alors on peut dire qu'il y a également dans toute la France des dizaines de magasins et d'entrepôts qui sont touchés par les grèves dans la grande distribution, Auchan, Carrefour, Cora, et qui a entraîné des milliers de grévistes dans des mouvements plus ou moins sporadiques, plus ou moins longs, et avec des résultats un peu différents suivant les entreprises, mais il n'empêche que la volonté de se battre, elle est là. Également, dans toute la région Occitanie, il y a une flambée de lutte. Alors, Thermal Ceramics pour des augmentations de salaire, mais aussi les cliniques, les crèches, le transport, le médico-social, une banque locale et la presse locale. Alors, on va souligner une grève qui a été très importante et très médiatisée à juste titre. C'est la grève du 13 janvier des personnels de l'éducation nationale, qui a touché, selon le gouvernement, 31%, mais en réalité de 60 à 70% dans les écoles. Et cette grève, elle est aussi importante parce que non seulement il y a eu un ras-le-bol manifeste qui s'est exprimé dans la grève, mais également il y a eu quelques débuts de concrétisation de résultats. C'est-à-dire que le gouvernement, il a quand même été obligé de faire un petit peu quelque chose. Alors évidemment, hein, ça ne résoudra pas tous les problèmes de l'éducation nationale, mais il a été obligé de déclencher l'octroi de 5 millions de masques FFP2 pour les assistantes d'éducation auprès des enfants handicapés et pour les enseignants en école maternelle. Il va y avoir l'embauche de 1500 assistants d'éducation, 3300 contractuels qui vont être recrutés pour 6 mois, 1500 vacataires administratifs et une concertation régulière de Blanquer avec les syndicats sur la question de la gestion de la crise. Alors évidemment, ce n'est qu'un petit pas qui sera quand même bienvenu parce que l'éducation nationale, elle souffre complètement de manque d'effectifs et on a vu régulièrement dans les mobilisations, notamment des personnels qui sont pas seulement les profs, mais aussi les AESH, donc ceux qui s'occupent des enfants handicapés, les assistants d'éducation qui sont les anciens surveillants, les administratifs, les infirmières scolaires, parce qu'on leur demande de plus en plus de tâches qu'ils ne peuvent pas assumer, c'est-à-dire qu'ils ont en fait des profils de poste de plus en plus larges, mais sans revendication, sans compensation salariale et pour la plupart sans statut, avec des statuts précaires. Une AESH va toucher 650 € pour 24 heures. Hein. Je dirais, il n'y a pas possibilité de faire des heures supplémentaires. Donc, ce sont des postes où les gens sont obligés d'avoir un deuxième boulot. Donc, c'est évident que ce n'est qu'un début et ça laisse augurer d'une suite et de futurs combats qu'on vous relatera la prochaine fois au mois d'avril. À bientôt pour de nouvelles luttes. Je voulais pas ta caméra de et ton micro. On reste là. La caméra. Ok, donc maintenant la parole est donc à Dominique sur la situation générale en lien avec ce que vient de décrire Dominique. Voilà. Sophie. Non, c'est pas grave, Sophie.
Oui, bon, en fait, ma partie à moi, c'est un petit peu bon. Vous avez bien vu que Dominique nous a dit et montré la nécessité que la grève donne des résultats, et moi, je suis là pour encore enfoncer le clou. Voilà. Donc, moi, je vais plutôt axer mes dires sur la nécessité de la grève et de la grève maintenant qui donne des résultats. On sait que c'est quand même le patronat qui nous divise et qui nous fait croire que la grève ne sert à rien, puisque eux, dans cette lutte, puisqu'il s'agit bien d'une lutte, ils ont tout à y gagner, de nous voir isolés. Alors, ils nous isolent, ils nous divisent, aussi bien en télétravail, on n'a pas le même lieu de travail, aussi bien sur les statuts, et puis aussi en attisant les envies et en nous faisant regarder dans l'assiette de notre collègue ce que l'on n'a pas, au lieu de faire en sorte que tous ensemble on puisse augmenter en fait notre salaire et puis améliorer nos conditions de travail. Donc la grève s'impose là. Je veux parler donc de la nécessité de la grève maintenant, mais je vais faire un petit retour en arrière avec le quoi qu'il en coûte de Macron. Le quoi qu'il en coûte de Macron qui se pose là, hein, maintenant, nous avons l'État qui a donné quand même 206 milliards d'euros aux entreprises depuis le début de la crise Covid. Et là, bien sûr, on ne va pas parler d'assistanat. Hein. L'assistanat, c'est bon pour les demandeurs d'emploi. C'est là des aides financières. Donc, je répète le chiffre quand même parce que 206 milliards d'euros pour financer l'activité partielle, le fonds de solidarité, tiens, ils sont solidaires maintenant les patrons, les prêts garantis par l'État, qui sont de l'ordre de 135 milliards d'euros, et nous avons aussi, pour couronner le tout, les 137 milliards d'euros de méga profits du CAC 40. C'est le titre du Monde du 31 janvier 2022, qui relance également le débat sur le partage des richesses. Total Énergie, à elle seule, a obtenu 15 milliards de profits. Et attention, on parle bien de profit, pas de chiffre d'affaires. Et nous, dans tout ça, les agents de Pôle emploi, dans sa mensuétude, nous avons reçu 100 € d'indemnité d'inflation pour les personnes qui touchent moins de 2 000 € net par mois, soit les 2/3. Tout ça pour vous dire qu'il y a de l'argent, que le politique choisit son orientation, on voit où l'argent passe, dans les poches du patronat. L'inflation a augmenté, il est de 3,3% pour les derniers chiffres pour l'année 2021. Les salaires stagnent. Il est temps maintenant de se mobiliser pour une grève générale pour Pôle emploi, avec une montée de la province pour une manif avec cortège à Paris. C'est pourquoi, comme l'ont dit nous tous, l'a dit Johan, Dominique et Francine, nous obtiendrons gain de cause avec une grève qui sera en mars et qui sera longue. Prenons notre destin en main, tous en grève en mars, pour nos salaires, nos conditions de travail et nos missions. Je répète juste que ce web TV est enregistré et sera disponible sur YouTube. On vous fournira le lien plus tard. Merci. Ok. Merci Sophie pour cette conclusion. Effectivement, les richesses du CAC 40, les bénéfices du CAC 40 permettent que les inégalités nous sautent aux yeux à tous, et même un quotidien comme Le Monde poser la question du partage des richesses. Et aujourd'hui, ça doit être un peu notre cheval de bataille de nous dire qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait autant de fric et qu'il soit aussi mal réparti et de moins en moins bien réparti. Je crois que tu citais les chiffres de l'année 2021, mais il y a le rapport d'Oxfam qui est sorti cette année et qui disait que les milliardaires s'étaient jamais autant enrichis en 19 mois de pandémie que les 10 dernières années. Donc il y a moyen de se faire de l'argent, mais c'est jamais pour nous. Du coup, là, on vous propose de conclure rapidement en vous donnant les échéances. Donc, d'abord, sachez que vous pouvez participer à toutes les réunions de la CGT. On en fait dans tous les départements. Et il suffit de nous envoyer un mail et on vous donnera le calendrier, on vous mandatera pour vous participer. C'est bien, pour que vous puissiez y participer. C'est bien quand même de pouvoir s'organiser localement, de syndiquer. Ça aussi, ça participe de l'augmentation du rapport de force.
On a prévu le 7 mars, peut-être juste avant notre prochaine grève nationale, disons, une journée en CFES. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour vous y inscrire si vous ne l'êtes pas déjà. C'est sur les droits des femmes. On diffusera le film Debout les femmes et on débattra après avec des intervenantes. Il faut savoir qu'à Pôle emploi, la différence des salaires entre les hommes et les femmes augmente depuis plusieurs années, ce qui est quand même scandaleux au moment où la direction essaye de montrer qu'elle fait signer des accords sur l'égalité professionnelle. Bon, tout ça, c'est un peu du flan. Donc, 7 mars à la salle ENAF. Et donc, le 11, pour rappeler sur les perspectives de notre grève et pourquoi pas débrayer 1 heure, 2 heures, comme la collègue de la FNAC nous l'expliquait pour eux-mêmes. Tout ça, on en discutera le 11 février, donc sur le lien qu'on vous enverra normalement cet après-midi avec l'ensemble de l'intersyndicale. Et peut-être dans les infos vraiment hyper pratiques pour les collègues de droit public qui ont déposé des recours en télétravail, sachez qu'il y a une CCPLU qui se tiendra le 3 mars et qui étudiera donc les demandes. Et puis, je crois que c'est tout pour les échéances. Le 15 mars, le 15 février pour la mensuelle parisienne. Ah oui, oui, sur les dates de mensuelles, mais envoyez-nous un mail, on vous les enverra. Et donc, on enverra le lien à toutes celles et ceux qui veulent revoir la vidéo ou la diffuser autour de vous. À bientôt.